Merci d'être avec nous sur la première chaîne d'information continue du Burkina Faso. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, salut à tous et à chacun et bienvenue à ce rendez-vous consacré à un entretien avec une personnalité. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir un jeune burkinabé qui évolue dans le domaine du nucléaire. Il est titulaire d'un doctorat en génie électrique, électronique, photonique et système. Il est également ingénieur en mécanique et robotisation et il a également un certificat en stratégie de l'Université de Harvard aux États-Unis. Il est le référent technique aujourd'hui à la direction de la qualité industrielle du groupe EDF Électricité de France. Il est donc de retour dans son pays, il le fait souvent à la navette. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir le docteur Abdoulaye Taram. Docteur, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de l'émission le Grand Déballage. La première question qu'on pose à tous nos invités, comment vous allez-vous côté santé et famille? Oui, je vais très bien, la famille également. Et ça vous fait quoi chaque fois quand vous revenez au pays? Alors, disons que en fait, je vis en France certes, mais j'ai toujours les pieds au Burkina, puisque chaque 6 mois à peu près, en fait, je suis là. Et je suis pas trop, on va dire, je reste pas trop longtemps, donc je suis pas trop dépaysé, puisque je viens à la source, je viens me ressourcer. Donc ça me fait plutôt plaisir, ça me donne en fait encore, comme j'ai dit, de l'énergie et beaucoup de tonus et de dynamisme pour en fait encore aller de l'avant. Un jeune burkinabé qui arrive à franchir plusieurs étapes, qui se retrouve aujourd'hui dans le nucléaire mondial, on pourrait le dire ainsi du côté de la France. Alors, comment vous êtes arrivé à intégrer ce domaine-là au sein du groupe Électricité de France? Pour répondre à cette question, en fait, je dirais que tout le monde peut arriver. Vraiment, tout le monde peut arriver. Il faut simplement en fait y croire. Je suis parti très simplement en fait, je dirais, si je prends tout le parcours en fait de l'école primaire jusqu'à en fait au doctorat, j'ai eu quand même en fait des personnes et des éducateurs en fait qui m'ont accompagné, que je tiens d'ailleurs en fait à remercier et saluer. Je dirais pas de nom, mais l'accompagnement il est très important. Croire aussi en son rêve aussi est très important. Donc le rêve depuis en fait quand je dis jeune primaire jusqu'à en fait au doctorat, c'était quand même en fait ponctué d'une certaine, en fait, quelque part aussi en fait, d'une passion de l'énergie. Donc j'ai commencé quelque part aussi en fait dans le thermique. À un moment donné, j'ai fait l'hydraulique et j'ai eu envie en fait de compléter quand même en fait ce parcours en disant pourquoi ne pas faire le saut en fait vers l'énergie en fait nucléaire. D'où justement en fait comment on va dire, ce dernier pas. C'est pas le dernier pas, mais voilà, c'est un pas que je prends en plus. Pour consolider. C'est un processus, on peut le dire ainsi. Alors, tout est parti de l'université polytechnique de Bobo, devenue de nos jours université Nazi Boni de la ville de Bobo-Dioulasso. Alors déjà, est-ce que depuis cette université, vous vous êtes dit, il y a un domaine que je vais explorer qui ne se trouve pas peut-être au Burkina ou en Afrique de l'Ouest? Je dirais oui. Parce qu'en fait, ceux qui me connaissent, ils savent que quelque part aussi, je suis, on dirait entre guillemets, en fait, un peu fou. Et après, en fait, puisque j'ai fait un baccalauréat série D, après le bac, je me suis orienté tout de suite en mécanique. Là où tout le monde m'attendait peut-être en fait en médecine ou en maths, j'ai décidé quand même d'aller en mécanique tout de suite parce que je voulais faire la technique. Et j'ai aussi insisté sur le fait que... Il s'agit de quelle mécanique? La précision peut être importante. Et productique. Ok. Oui. Dès lors que j'ai fait génie mécanique et productique, j'ai essayé en fait quand même aussi avec un bac D, d'essayer en fait quelque part de travailler dans des entreprises et j'ai tout de suite ciblé en fait la Sonabel où j'ai eu à faire en fait en 2010 quelques mois. Ça a été une brève aventure au niveau de la Sonabel. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est pas quelque chose qui n'a pas marché. C'est plutôt en fait, comme je dis, je voulais quelque part consolider les acquis déjà du génie mécanique et productique pour pouvoir en fait voler vers de nouvelles horizons. Et cette expérience en fait m'a plutôt orienté vers quelque part en fait quand vous voyez la mécatronique. La mécatronique, quand on l'apprend aujourd'hui en fait, c'est le mariage entre la mécanique, l'informatique et l'électronique. Donc déjà partant de là en fait, c'est quand j'ai vu en fait comment la Sonabel fonctionne en travaillant en fait auprès des personnes chevronnées qui à l'époque eux ils ont travaillé plutôt en fait sur l'électromécanique. Je me suis dit à mon tour, l'électromécanique comment ça évolue aujourd'hui? On va plutôt vers la mécatronique. D'où maintenant ce pas vers la mécatronique qui, je dis bien en fait,
suis le processus qui est qu'un jour, je souhaiterais en fait encore continuer et rester toujours en fait dans le fil conducteur qui est le domaine de l'énergie, qui est un domaine quand même en fait assez complet et qui est stimulant intellectuellement. L'énergie, on va en parler longuement. On reviendra un peu sur votre parcours vers la fin de cette émission parce que j'ai parlé de Nazi Boni, j'ai parlé également de cette thèse de doctorat que vous avez soutenue en 2019. C'est juste frais, ça fait juste 5 années. Et je veux qu'on revienne maintenant sur la question du nucléaire. Ça fait l'actualité, c'est dans l'air, comme on dit dans le débat au niveau africain. On sait qu'il n'y a qu'un seul pays africain pour le moment du continent à avoir une centrale nucléaire en fonctionnement, c'est l'Afrique du Sud. Et récemment, on a suivi l'actualité, il y a des coupures d'électricité en Afrique du Sud. Est-ce que cela déjà s'explique? Cela peut s'expliquer. Quelque part, en fait, quand on regarde, on parle d'Afrique du Sud, en fait, qui utilise une centrale nucléaire. Et je précise, en fait, que c'est à Koeberg. Et ils utilisent plutôt, en fait, du 900 MW. Deux réacteurs de 900 MW. Et quand on prend l'Afrique du Sud de façon générale, je dis bien de façon générale, la part en fait de l'énergie nucléaire est de 5%. Donc quelque part, on va dire en fait qu'ils sont en train de rentrer dedans, mais la majorité de leurs sources d'énergie en fait c'est plutôt basé sur le pétrole, le gaz et en fait l'énergie fossile, je dirais comme ça. Donc le délestage qui peut provenir ou qui peut exister en fait en Afrique du Sud est plutôt lié souvent, je dirais surtout ces derniers temps, au contexte international, le manque de gaz. Il y a le Ghana aussi en fait qui nous fournit de l'énergie aussi qui subit en fait les mêmes choses. Donc c'est pas parce que l'Afrique du Sud a le nucléaire que ça résout tout le problème. Parce que quelque part... Dans la conception de tous les Africains, c'est ce qu'on se dit. Quand il y a le nucléaire dans une nation, c'est fini, on n'a plus de délestage, on est sauvé pour toujours. Exactement. Oui. Mais il ne faut pas oublier quelque part aussi que le besoin énergétique, il faut bien l'estimer. Et la demande en fait, d'en tenir compte de ça. Si... C'est un exemple. Par exemple, peut-être qu'on viendra en fait sur le sujet. Aujourd'hui, le Burkina est en train de parler de nucléaire. On a le besoin énergétique du Burkina aujourd'hui qui peut se chiffrer autour de 600 MW. Si le Burkina décide de prendre en fait un SMR, puisque le SMR, qui est Small Modular Reactor, en fonctionnement en Russie, est de 35 MW. Si on prend un réacteur de 35 MW qu'on vient installer aujourd'hui au Burkina, tout le monde dira on a le nucléaire. Mais est-ce que les 35 MW couvrent en fait les 600 MW en besoin? Non. C'est pareil en fait en Afrique du Sud. C'est pour ça que je dis en fait l'énergie nucléaire ne représente que 5% de la part de production d'énergie en Afrique du Sud. Donc c'est normal que les autres sources, quand les autres sources sont défaillantes, que le nucléaire ne puisse pas en fait compenser. Le gaz entre autres. Hein. Oui. Ils ont même parlé d'agrandir un peu la centrale nucléaire pour 2024. C'est un processus qui est en cours. Je reste toujours sur le nucléaire, sur le plan mondial. On va revenir sur le cas du Burkina dans un instant. L'Algérie, le Ghana, mais aussi le Maroc ont des réacteurs de recherche, en tout cas selon nos informations, capables de produire de petites quantités de matériaux radioactifs. Alors comment on explique que dans ces différents pays qui sont souvent très développés, on n'arrive toujours pas à avoir l'énergie nucléaire? Alors, quelque part, en fait, ce qui se passe, c'est que la question de l'énergie nucléaire en Afrique, on a toujours, en fait, agité le chiffon de la peur. Donc, les gens ont la peur, puisque, en fait, les gens, vraiment la peur, à travers, en fait, les accidents nucléaires, à travers aussi, en fait, ce que je dirais, sans langue de bois, en fait, quelque part, l'infantilisation, quelque part, en fait, des Africains qui ne pourraient pas vraiment exploiter le nucléaire en fait pour s'éclairer. Mais qui infantilise justement les Africains? Quand je dis l'infantilisation en fait, de façon générale, c'est pas, je ne vais pas indexer quelqu'un en vrai. Les Africains, les Africains quand tu les prends de façon générale, quand on nous prend individuellement, je pense que chacun dans son parcours a eu quelque part quelqu'un qui lui a dit qu'il n'est pas capable de faire ci, il n'est pas capable de faire ça. Mais individuellement, on a cet ego qui nous amène en fait à surpasser ça. Par contre, collectivement, quand on nous met ensemble, quand on dit vous n'êtes pas capable, tout de suite, c'est comme il y a un mouvement grégaire qui s'installe et du coup en fait la peur collective en fait se domine. Donc c'est d'abord entre nous. D'abord entre nous, avec en fait les différents accidents qu'on a, où tout de suite, une seule personne a peur, il va souffler à l'oreille de l'autre, et ainsi de suite. Et oui, du coup, les deux accidents les plus importants, on en parle, hein. Il y a eu 86 avec Tchernobyl, et puis il y a eu 2011 avec Fukushima. Oui. Beaucoup ont vite fait de dire, si c'était en Afrique, ça allait être la catastrophe. Comme ça a été le cas pour la Covid, si on peut le dire, mais ça n'a pas été la catastrophe. Ça n'a pas été le cas, Covid, voilà. Exactement. Oui. Et on peut aussi, en fait, si vous voulez, on peut quand même surfer aussi en fait, sur les accidents nucléaires et aussi insister sur le fait que aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, en fait, quand on prend l'énergie nucléaire, c'est vraiment le domaine le plus régulé.
Parce qu'on a l'AUEA, qui est l'Agence internationale en fait, de l'énergie atomique, qui est là, qui est en fait des instances scientifiques, qui est, par exemple en fait l'INSAC, qui est en fait International Nuclear Scientific Advisor Group, qui étudie toujours en fait à chaque fois qu'on a des accidents. À chaque fois, on a toujours tiré en fait des leçons des accidents que les gens ne disent pas. C'est pour ça que je dis la peur du collectif qui fait qu'on ne part pas vers. Cette peur du collectif aussi nous empêche d'aller chercher en fait l'information de qu'est-ce qu'on a fait en fait de cet accident qui est survenu. Je prends l'exemple, on a pris l'exemple, vous avez parlé en fait des deux accidents, mais je peux vous dire en fait qu'il y en a plus. En tout, quand on prend le nucléaire, on a 5 périodes. C'est-à-dire l'avant TMI en fait 3 Miles Island, qui s'est passé en fait en Pennsylvanie, et je pense que c'était un accident en fait de niveau 5. Avant cette période-là, le nucléaire, tout était basé sur l'utilisation d'un processus robuste et la qualité de la construction en fait vraiment de l'installation. Qu'est-ce qui s'est passé, si vous me permettez, je détaille un peu, c'est qu'en suivant le processus, suite à en fait une baisse, je dirais plutôt en fait de pression ou de température, on est arrivé en fait à l'emballement. Parce qu'en vrai, il y avait par exemple en fait l'interface graphique où je dirais qui n'était pas adaptée et aussi quelque part la bande n'était pas bien. Je dis ça mais bon c'est plutôt technique. Ça c'est un processus de fonctionnement d'une centrale nucléaire que vous êtes en train de définir. Pas vraiment, mais j'explique plutôt comment l'accident en fait de TMI a intervenu et quel enseignement on en a tiré. On a tiré simplement en fait que l'erreur humaine nous amène souvent en fait à dire que même si on a une bonne procédure, si on n'arrive pas en fait à interpréter bien de nous-mêmes, on va causer en fait des problèmes. Donc l'AUEA et l'INSAG ont tiré leçon de ça et on a ajouté en fait un mot de redondance. Après ça, on a eu effectivement Tchernobyl en 86, mais de Tchernobyl, il y a des enseignements qui ont été tirés. Mais Tchernobyl, tout le monde disait, l'accident de Tchernobyl, quand on voit les dégâts, les images, on dit on n'aurait dû jamais avoir encore un tel accident du nucléaire. Exactement. Oui. Parce qu'en fait, il y a des enseignements en fait, qui ont été tirés. Des enseignements vraiment ont été tirés sur qu'est-ce qui s'est passé. On a posé des questions, on est remonté. Justement, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors, c'est que ces centrales-là, oui. Si on remonte en fait, puisque ce sont des centrales RMBK, de conception russe, et dans les années 80 en fait, ils étaient quand même en fait à la pointe de la technologie, où on a quelque part en fait, pour mettre le combustible dans le réacteur, on utilise vraiment un moteur en fait qui pouvait faire descendre le truc lentement. Ce qui s'est passé, il y a un problème en fait organisationnel dans un premier temps, parce que c'était en fin de mois, à peu près, je peux dire en fait en fin de mois, où on voulait faire des essais. Et alors qu'en cette période-là, ça coïncide aussi avec une période en fait de pic, de besoin en fait à Kiev qui appartenait toujours en fait à l'URSS à l'époque, et qui avait un besoin énergétique. Donc on a demandé aux techniciens de baisser en fait, un peu le niveau pour pouvoir faire en fait, les essais. Bon, ce qui n'était pas compatible aussi avec la consommation qu'on voulait. Bref, mais quand même ils ont baissé. Mais ils n'ont pas voulu baisser en fait, par exemple, ils ont baissé de 20%. Ils n'ont pas voulu baisser jusqu'à 20%. Au début ça a été à 50%. Et après en fait quand les essais ont démarré, on a vu à un moment donné que non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on va forcer maintenant pour descendre à 20%, mais c'était un peu trop tard parce que quand le cœur en fait s'emballe, on veut faire descendre en fait un peu plus de combustible, on n'arrive pas. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc c'est une erreur humaine en fait, Tchernobyl. Alors, c'est pas forcément. En fait, on peut dire qu'il y a une erreur globale en fait d'organisation, de management et aussi en fait humaine. Donc il y a tout ça derrière. Et tout ça a été tiré. En fait, les leçons de tout ça ont été tirées. On a tiré les leçons de Tchernobyl. Exactement. Oui, mais allons plus loin. Tchernobyl, c'était en 1986. 2011, le monde a été secoué par Fukushima au Japon. Alors là aussi. Puisque là, tout à l'heure, je vais vous parler des 5 périodes. Oui. Donc on a fait en fait de TMI. Les leçons ont été tirées, l'erreur humaine, il faut prendre en conscience en fait cela. On a parlé en fait de Tchernobyl où on a parlé plutôt de comment je vais dire en fait les raisons en tout cas qui ont poussé ça. Donc l'organisation et tout ça a permis de jouer, pas de jouer, mais de capitaliser beaucoup plus en fait sur la culture sûreté. Et on bouge encore en fait, on bouge dans le temps. En 2011, ce qui survient en 2011. Fukushima, oui. C'était vraiment en fait le séisme. Donc dans les conceptions en fait de base, on ne prenait pas en compte en fait, avec modestie, mais on ne prenait pas en compte en fait les phénomènes en fait, je ne veux pas dire surnaturels, mais des phénomènes comme ça en fait imprévisibles.
Et qu'est-ce qui a été fait? L'INSAC encore, à travers la UEA, a tiré les enseignements de ça, qui fait que quand on veut construire une centrale nucléaire, on tient compte du niveau sismique. On prend même le niveau sismique 9. Alors qu'on sait que le Japon quand même fait partie des zones les plus exposées. Exactement. Oui. On peut toujours en fait dire ça, c'est un exemple banal aussi. Hein. On peut prendre un pays où on dit, bon, il y a de l'eau, on va construire. Je fais un peu de la digression pour dire. Au Burkina, je pense qu'à un moment donné, jusqu'avant les inondations en fait, qui se sont passées à Ouaga ici. Le 1er septembre 2009. Exactement. Donc, je ne sais pas si quelqu'un pouvait prévoir en fait que l'inondation allait se passer comme ça. Bon, c'est à peu près pareil. On sait que c'est une zone sismique, mais on ne s'attendait pas à ça. Donc, dès lors que c'est venu, on va prendre en compte aussi en fait, dans la construction en fait, des centrales. Partout aujourd'hui où on doit construire en fait, une centrale nucléaire, on prend en compte ce phénomène-là. On prend en compte également le phénomène d'inondation. Parce que cela peut avoir des conséquences sur les centrales. Exactement. Et je termine en fait en disant qu'on a parlé des accidents en fait, certes nucléaires, mais il y a quelque chose aussi qui a marqué les esprits en 2001. Le 11 septembre en fait 2001. Aux États-Unis. Oui. Exactement. Et le travail aussi de l'AUEA et de l'ENSAC et en fait de tous les experts qui sont autour aussi a constitué aussi à prendre cela en compte et tirer les enseignements en disant que ça aurait pu être en fait une centrale nucléaire qu'on aurait explosé comme ça et les dégâts allaient être énormes. Donc on met maintenant des systèmes antiaériens voilà, qui permettent en fait d'éviter ces genres de trucs. Tout ça pour dire que l'énergie nucléaire est le domaine le plus suivi, le plus régulé et le plus où on tire beaucoup plus d'enseignements pour aller vers de l'énergie plus sûre. Et sans oublier aussi en fait l'aspect évolution technologique. Quand même, puisqu'on a parlé de 86 et de 2011, ce qui se passait en fait en 86 et 2011 aujourd'hui, en fait, on est allé un peu plus de l'avant. Et j'ai parlé en fait des enseignements qu'on a tirés pour parler en fait un peu plus en fait de sûreté. Mais en réalité, les générations ou la filière ou les technologies ont permis en fait en tout cas de passer en fait à différentes générations de réacteurs. Donc, on a 4 générations aujourd'hui. Génération 1, donc c'est jusqu'à TMI, je veux dire à peu près, donc au cours des années en fait 74 jusqu'à 90. Deuxième génération qui tire les enseignements en fait de ce qui s'est passé pour avoir en fait un peu plus de sûreté, qui est autour en fait des années 90, en essayant aussi d'agencer pour prendre en compte tous ces risques-là. Génération 3, quand je parle des générations, si je dois faire je vais dire un focus sur les éléments, je dirais en fait qu'à chaque fois on ajoute des éléments en plus pour assurer la sûreté. À chaque fois. Okay. Alors c'est une... Pour les profanes en fait je dirais c'est comme en fait les téléphones qu'on a chez nous. On a quitté en fait des téléphones qui n'avaient pas en fait, on n'avait pas les applications, on n'avait pas les trucs. C'était même téléphone fixe. On est passé de fixe à portable, mais portable aussi avec un délai très long pour avoir les cartes SIM. Et après aujourd'hui on peut même regarder les télés sur le téléphone. On est passé en fait sur ça aussi en fait avec le domaine nucléaire. C'est une technologie qui évolue, qui se mature avec le temps, on pourrait le dire ainsi. Alors, si nous restons dans la dynamique toujours du nucléaire, vous avez dit tout à l'heure que c'est un sentiment de peur qui est dispensé un peu partout sur le continent. Est-ce qu'on doit voir le nucléaire comme un outil de développement endogène des pays africains? Tout à fait. Tout à fait. Je dis ça parce que la filière nucléaire, en fait, si on doit la développer en Afrique, c'est déjà en fait un enjeu intellectuel. Un enjeu intellectuel. Okay. Ça va nous amener en fait à nous stimuler intellectuellement. Si quelque part en fait on fait un choix pragmatique et osé, on peut accélérer l'industrialisation en fait du continent. Quand on prend l'Afrique aujourd'hui, c'est triste à dire, mais quelque part en fait le taux d'électrification ou d'accès en fait d'électricité au ménage est inférieur à 50%. Pour être exact, est de 44%. Et quand on prend en fait, on regarde la répartition, les pays du Nord s'en sortent mieux, avec 100% en fait de taux d'électrification. Et malheureusement chez nous, surtout au Burkina Faso, on stagne entre 22 et 25%. Ouais. C'est très faible par rapport à la taille de la population, alors que même là on a des coupures d'électricité, on n'arrive pas à tenir le rythme. Exactement. Et donc si on prend le cas du Burkina, donc avec 25% en fait de taux, 22 ou 25% en fait de taux d'électrification en fait national. Cela ne veut pas dire en fait qu'on ne fait pas des efforts. On fait des efforts, mais le besoin aussi va crescendo. Je prends un exemple en fait encore 2010 quand j'étais à la Sonabel, les chiffres sont toujours vérifiés en fait sur l'INSD. L'INSD, oui. Ouais. On avait environ 300
350 000 abonnés à la Sonabel, ou 320 à 350 000 abonnés. En 2022, on est passé à 983 000. On a triplé. 900 000 abonnés, c'est pas... Non, mais on a oui, triplé déjà. Oui. Le fait qu'on a triplé, même si la Sonabel fait en fait des efforts aujourd'hui, en se basant en fait sur l'énergie fossile thermique ou en fait même on va dire le solaire et tout, ce qu'on amène pour compenser, c'est l'équivalent du besoin qu'on a chaque année. Je donne ces chiffres-là, mais en fait on peut les ramener à un taux en disant que chaque année, on a un besoin qui croît de 10 à 15%. Logique qu'on a de nouveaux quartiers, on a des villages qui sont interconnectés. Il y a tout un processus de développement de l'électrification au Burkina. Donc c'est logique qu'on puisse avoir effectivement un homme qui évolue. Exactement, oui. Un homme qui évolue. Mais si on a le besoin en fait qu'on n'arrive pas à bien dimensionner, on sera toujours à la traîne. Donc la demande en fait sera toujours supérieure. Donc on sera obligé de faire en fait de délestage. Ça en fait c'est sûr. Donc, faisons une escale toujours sur le cas de la Sonabel. Vous avez le Ghana, la Côte d'Ivoire qui nous accompagne. Vous avez le solaire également, les centrales photovoltaïques. Tout cela n'arrive toujours pas à régler la question de coupées d'électricité au Burkina. Est-ce que cela peut s'expliquer logiquement? Comme je viens de dire tout à l'heure, le taux, et vous avez complété, le taux le taux de l'électrification nationale étant de 25%, les quartiers aussi en fait qui viennent s'ajouter, la population qui s'agrandit. Même si on continue en fait d'avoir de l'approvisionnement en fait du Ghana et de la Côte d'Ivoire, quelque part ces approvisionnements, comme je le dis, avec modestie, c'est plutôt par dose homéopathique qu'on fait les développements. On ne fait pas des développements osés, on ne fait pas des grands pas. Est-ce que c'est un manque de vision, un manque de planification sur la durée? C'est pas, je dirais pas que c'est un manque de vision. Je dirais plutôt que quelque part, alors, c'est pas un manque de vision. Vous ne voulez pas le dire? Non, c'est tout comme. Non, supposons qu'on sait. Nous sommes en 2024. Supposons qu'en 2030, dans 6 ans, dans 6 ans, on sera en 2030 au Burkina. Oui. On peut se dire qu'on aura peut-être 3 millions, 4 millions d'abonnés Sonabel. Exactement. Est-ce qu'on se dit d'ici à 2030, qu'est-ce qu'il nous faut pour éventuellement nous mettre à l'abri des délestages entre autres? Parce qu'on connaît les périodes de pic, c'est mars-avril et c'est tout le temps le même scénario qui se répète. Quelque part, en fait, quand vous dites que je n'ose pas le dire, non, mais quand on prend même le processus depuis 2010 à aujourd'hui, c'est que quelque part, pourquoi en fait on a ajouté l'interconnexion en fait de Bolgatanga à Ouaga, en plus de ce qu'on avait en fait de Féléké, Bolgatanga qui nous donne 200 MW, Féléké qui nous donne 100 kW et 100 MW pardon. Et c'est que quelque part on avait dit que les centrales thermiques ne sont pas rentables. On ruinait entre guillemets en fait la Sonabel aussi la Sonabi qui donnait en fait le fioul pour pouvoir faire fonctionner avec les groupes électrogènes qui sont vétustes. Les groupes électrogènes sont vétustes, le rendement est faible. Donc, c'était mieux d'acheter en fait avec les voisins et revendre. Donc, la politique était focalisée sur ça. À un moment donné, vous avez parlé de manque de vision. Moi, je ne dirais pas que c'est un manque de vision parce que les acteurs, en tout cas, qui œuvrent à ce que la population, quelque part aussi, en fait, ne souffre pas parce qu'ils font partie de la population, ils ont des familles aussi, en fait, dans la population. Ils œuvrent vraiment à ce que tout le monde puisse avoir de l'énergie. C'est simplement que le développement ou le niveau de développement, en fait, qu'on veut impulser est souvent freiné par peut-être manque d'investissement, par peut-être aussi, en fait, par peut-être aussi... un manque d'investissement, ça renvoie à quoi? Alors, ça ne renvoie pas forcément en fait Parce qu'on a suivi le directeur général de la Sonabel qui est passé sur les antennes de la télévision qui a dit clairement, oui, il y a des équipements qui sont vétustes aujourd'hui et tout. Oui. On n'accuse pas individuellement un gouvernement par rapport à un autre. C'est une question de vision globale du secteur de l'énergie au Burkina. Oui. Une question de... Oui, exactement. Mais moi je dirais plutôt c'est parce qu'on n'ose pas assez. Et en termes d'anticipation, peut-être que... on veut anticiper, mais dès lors qu'on se dit, bon, on va anticiper, peut-être qu'on n'aura pas les moyens, on part un peu à la traîne. Après, il y a quelque chose de très important, en fait, qu'on ne dit pas assez aussi, c'est qu'à un moment donné, on avait aussi un projet qui nous accompagnait, le MCA. Oui, le projet avec les coups d'État qui a été abandonné par les Américains. Exactement. Oui. Donc, quelque part, c'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas un manque de vision, il y a la conjecture qui fait qu'en abandonnant certains projets, malheureusement, on en pâtit. Parce qu'avec le MCA, si je me rappelle bien, à un moment donné en 2023, on commençait même en fait à gesticuler en disant que peut-être qu'un jour on vendra de l'énergie parce qu'on voulait vraiment en fait solariser et tout, en fait l'énergie du Burkina. Donc
Ça, c'est un cas aussi qui vient en vrai. Parce que si on a eu en fait deux phénomènes, deux coups d'État en fait qui viennent et que les investisseurs en fait qui voulaient accompagner des projets se retirent, on ne peut pas dire en fait à la Sonabel tout de suite en fait de retrouver les ressources nécessaires, de retrousser les manches pour que en fait la population en fait n'en pâtisse pas. Oui. Pour terminer en fait sur aussi les délestages qu'on a actuellement, puisque on a suivi en tout cas la communication aussi en fait du côté du Ghana, où quelque part eux aussi ils ont un problème en fait de rationnement. Même en Côte d'Ivoire souvent aussi il y a des problèmes. Voilà, tout à fait. Ils ont un problème de rationnement. Donc s'ils ont un problème de rationnement, donc quelque part aussi ça peut jouer sur nous. L'autre question aussi en tant que spécialiste du domaine qu'on peut vous poser, est-ce que le thermique a un avenir? Pour ceux qui ont participé au COP26, l'engagement c'était plutôt en fait d'aller vers de l'énergie en fait décarbonée. Et donc moins polluant, faire l'effort en fait en tout cas pour la planète. Donc de ce point de vue, les gens ont tendance, en tout cas la tendance est à l'abandon. C'est tout ce que je peux dire en fait par rapport à ça. Et pour ce qui est du solaire par exemple, est-ce que est-ce qu'on doit mettre dans la mentalité de tous les Burkinabés, chacun doit avoir au moins quelques plaques à la maison avec des batteries entre autres, pour s'autosuffire sur le plan énergétique et de dépendre indéfiniment de la Sonabel? Alors, sur le volet énergie solaire ou photovoltaïque, je pense qu'il y a un effort scientifique et technologique qui doit accompagner cela. Parce que si on prend en fait les cellules photovoltaïques aujourd'hui, le rendement est autour de 25%. Peut-être pour les ménages, même certains ménages diront en fait que c'est pas suffisant. Et j'ai vu en fait des cas où en cas de coupure en fait ils préfèrent attendre, ou juste ils préfèrent en fait avoir l'éclairage, quitte à ce que en fait les frigos et tout le reste en fait ne fonctionnent pas, voilà, parce que quelque part en fait la capacité de stockage aussi en fait n'est pas suffisante. C'est pour ça que je dis en fait il faut quand même accompagner cela par un saut technologique, mais de là à dire qu'on pourra s'autosuffire avec le solaire, aujourd'hui en tout cas je dirais avec pincette en fait qu'aujourd'hui, sans le saut technologique, ça ne sera pas possible. Mais il y a des quartiers dans lesquels, mais il y a des quartiers dans lesquels les gens vivent qu'avec des plaques solaires et tout va bien depuis des années, ils n'ont véritablement pas de problème. Exactement. Oui. Mais ces quartiers aussi en termes de besoins ou de consommation d'énergie, ils essaient en fait, quand même en fait de revoir en fait leur consommation à la baisse. Ce qu'on a dit tout à l'heure, le climatiseur en fait je m'en passe. Si c'est juste pour éclairer, oui. Et si on veut être réaliste aussi, on ne peut pas dire, certes on est sur les ménages, mais si on veut industrialiser le pays, on ne peut pas tout reposer sur le solaire parce qu'on ne pourra pas. Alors pour industrialiser le pays, donc on va vers le nucléaire alors. Est-ce que c'est la meilleure des portes de sortie pour permettre au Burkina de vraiment s'industrialiser comme il se doit? C'est l'une des portes de sortie. Parce que c'est la meilleure porte de sortie. C'est pas parce qu'on est quelque part aussi pro-nucléaire qu'on n'encourage pas en fait le mix énergétique. Je tiens à rappeler cela. Mais quelque part, le nucléaire peut nous amener à accélérer, je dis bien, j'insiste sur le terme accélérer, le processus d'industrialisation de notre pays. Pour la plupart des pays en fait industrialisés aujourd'hui ont accéléré ce processus-là par cela. Et ceux qui n'étaient pas en fait allés vers le nucléaire et qui étaient renfermés en fait sur le thermique ou autre source en fait d'énergie, avec la COP26 comme je dis, on sera à l'abandon du charbon, du gaz naturel et des trucs. Donc il va rester quoi? Le solaire, le nucléaire et peut-être l'hydroélectrique. Là, la nature ne nous a pas si bien dotés, qui fait qu'en fait l'hydroélectrique, aujourd'hui on en a, mais ça représente combien de pourcents en fait de taux d'électrification, de part? C'est évident, on a Bagré, on a la Kompienga, oui. Mais et si on partait vers le barrage de Samandeni, est-ce qu'au niveau de l'hydroélectrique, au niveau de Samandeni, ça pourrait être une alternative pour le Burkina? Pour qui a été à Samandeni voir le lit de ce barrage-là, on s'est dit, c'est une mine d'or, c'est comme la mer du Burkina Faso. Exactement. Mais après, je dirais que les décideurs politiques savent pourquoi ils ont fait le barrage de Samandeni et quel usage ils veulent en faire. Et je crois pertinemment en fait que en suivant l'émission, ils pourront en fait peut-être quelque part aussi savoir ce qu'ils peuvent faire avec, si vraiment quelque part en fait le projet est abandonné. Vous avez vu le barrage de Samandeni? Ça peut servir. Oui. Mais il va falloir en fait faire les installations, tenir compte en fait de la chute, puisque en fait quand l'énergie hydraulique c'est plutôt en fait la différence de potentiel qu'on essaie en fait d'utiliser pour faire tourner des turbines. C'est pas parce qu'on a l'eau en fait de façon, je vais dire en fait aplanie, que ça sera suffisant en fait. Donc il faut faire les installations qui vont avec.
Ouvrons maintenant le gros chapitre consacré au nucléaire. Le Burkina est dans la dynamique. Est-ce que vous pensez qu'on risque d'avoir des soucis avec l'AIEA? Pas du tout, parce qu'en fait, aucun pays aujourd'hui n'a intérêt à avoir des soucis avec l'AIEA, puisque l'AIEA est là plutôt en fait dans la volonté en fait d'accompagnement. Comme j'ai parlé en fait tout à l'heure des leçons qu'on tire en fait des accidents et tout. Sur le plan organisationnel, sur le plan en fait technique, l'AIEA en fait est là vraiment pour accompagner. Et le Burkina Faso est membre de l'AIEA depuis 1998. Donc de ce point de vue, en fait, je ne vois pas en quoi est-ce qu'on pourrait avoir un problème avec l'AIEA. Pour ce qui est de la centrale nucléaire, oui. Au Burkina Faso, ça peut prendre combien de temps pour la construction d'une centrale? Je vais nuancer en fait, pas nuancer, mais puisque j'ai entendu quand même quelques spéculations en fait sur la durée. Et je vais plutôt dire que de façon réaliste et pragmatique, quand on construit une centrale, il faut dire clairement que si c'est une tête de série, c'est-à-dire même si on a les voitures, la tête de série prend toujours du temps. La tête de série peut prendre en fait 10 à 15 ans. Tête de série. Mais je conçois mal que le Burkina en fait prenne une centrale en fait tête de série, parce qu'on s'appuie quand même en fait sur le partenaire qui va venir nous donner quelque chose. Donc on sous-entend que le partenaire a déjà utilisé chez lui. Donc on sera plutôt sur la production de masse, et dans ce cas en fait la durée en fonction de la puissance, puisque c'est vraiment aussi ça s'estime en termes de la puissance, est autour de 6 ans. 6 ans, ça veut dire en fait on a commencé le chantier. 6 ans. 6 ans. Pour 900 MW, je préfère préciser. Et si on part en fait sur plus, c'est-à-dire en fait les moyennes gammes qui peut être autour de 1300 MW ou 1400 MW, si ce n'est pas une tête de série aussi et que c'est une gamme vraiment qu'on va déployer, c'est toujours autour de 6 à 7 ans. Donc, par contre, si on prend en fait le cas de, les gens diront oui, mais on a vu le PR en fait de Flamanville qui a pris en fait beaucoup plus de temps. Je précise quand même que là-bas c'était pas une tête de série, et c'est pas une gamme, mais c'est une tête de série en fait qu'on était en train de construire. Et il y a eu beaucoup de cas, beaucoup d'aléas en fait qui sont venus quand même perturber et en fait jouer sur le délai, mais aussi sur le coût. Après, je réponds comme ça, je dis aussi en fait que construire une centrale nucléaire, c'est comme construire une maison. L'architecte peut nous dire tout de suite en fait le délai de la maison c'est de 3 mois, mais il faut tenir compte aussi en fait du délai du fournisseur, du délai en fait je vais dire de la matière première en tout cas en fait sur le marché. Donc tout ça, ça peut impacter en fait quelque part le projet. Mais si toutes les conditions sont réunies, si les étoiles sont alignées, on peut partir en fait sur un délai de 6 ans. Pour avoir la première centrale au Burkina Faso. Est-ce que de façon technique on a les installations? On parle de beaucoup d'eau et autres. Est-ce que le Burkina a ce qu'il faut pour avoir une vraie centrale nucléaire? Alors, la question de l'eau en fait est toujours posée très souvent. Et ce que je veux dire en fait, c'est que je préfère être prudent en disant quelque part que la technologie qui va être utilisée au Burkina, personne ne sait. Je dis bien personne ne sait. C'est un début, personne ne sait pour l'instant. Mais sachez qu'il y a des centrales nucléaires aujourd'hui qui fonctionnent avec du gaz en refroidisseur. Parce que le rôle de l'eau, quelque part, il joue le rôle de caloporteur, mais aussi en fait de refroidisseur. Caloporteur, en fait, c'est extraire quelque part, je dirais, la chaleur du cœur du réacteur à l'issue en fait de la fission, l'amener en fait au niveau du générateur de vapeur, transformer cela en vapeur pour pouvoir faire tourner en fait, on va dire l'alternateur qui va délivrer en fait quelque part le courant. Et si on prend aussi en fait les filières ou la technologie en fait, en tout cas de toutes les centrales nucléaires aujourd'hui, les premières centrales nucléaires au niveau de la France, c'était basé sur le gaz et le graphite. Quand on regarde en fait aujourd'hui en Grande-Bretagne, oui, c'est ça, au Royaume-Uni, on va dire. Et ils ont des centrales nucléaires qui fonctionnent quand même avec le gaz en refroidisseur. Et le modérateur a aussi en fait un graphite. On regarde encore en Chine, qui est beaucoup plus avancé. En fait, j'ai parlé tout à l'heure en fait de génération de centrales et tout. La 4e génération côté chinois utilise en fait le gaz en fait pour le refroidissement. Est-ce que le Burkina, on n'a déjà pas suffisamment de gaz même pour les ménages? On sent que souvent il y a des problèmes de pénurie, il y a des pénuries de gaz. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller sur l'option du gaz pour le nucléaire au Burkina? L'une ou l'autre des options. Je pense qu'on se donnera les moyens pour réaliser le projet. Donc, si on sait surtout que cela relève en fait quelque part
je dirais, c'est une question de souveraineté. Donc on se donnera vraiment les moyens. Puisque aujourd'hui, si on dit que le Burkina Faso, on a un taux d'électrification de 20 à 25%, ça peut étonner. Et qu'on veut vraiment développer le pays, on se donnera les moyens. C'est tout ce que je peux dire. On se donnera les moyens. Quand on a besoin de l'eau, je peux aussi en fait insister sur le point de l'eau. Par rapport en fait à la puissance qu'on veut, si on part vraiment vers un réacteur en fait à eau pressurisée, sachez que ça se calcule. C'est pas en termes de quantité en vrai, mais c'est en termes de débit. Après, bon, les gens diront oui, mais le débit, quantité, ça peut aller ensemble. Ça dépend aussi en fait du type d'installation qu'on peut choisir. La plupart en fait des centrales qu'on a qui ne sont pas en bordure de mer, on part en fait avec quelque chose qu'on appelle de l'aéroréfrigérant qui permet de rejeter en fait l'eau, certes, mais le débit, le besoin en tout cas en eau est autour de 2 mètres cubes par seconde. En fonction de la puissance aussi. Mais si on prend en fait la plus petite puissance qui est 900 MW, ben je ne crois pas que le Burkina est en train d'aller vers cette technologie, puisque comme on ne sait pas trop pour l'instant. Donc la question, on pourrait vraiment la traiter quand on saura clairement en fait la technologie, mais je dirais clairement que ce soit en termes de besoin d'eau, que ce soit en fait une technologie utilisée avec du gaz, le pays se donnera les moyens vraiment. Donc à vous entendre, vous qui êtes spécialiste du domaine, il n'y a que 2 possibilités qui s'offrent à nous. C'est soit le gaz, soit l'eau. Alors, quand on dit il n'y a que, ça peut être réducteur en fait, mais ce sont... Au-delà, est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Ce sont ces éléments en fait aujourd'hui qu'on a en termes de, je dis bien en termes de centrales déployées, mais il y a les évolutions qui font qu'aujourd'hui les gens vont parler en fait d'AMR, qui est Advanced Modular Reactor, qui utilise en fait du sel fondu. Mais c'est des promesses technologiques. Sel fondu. Ce sont des promesses technologiques qui sont prévues en fait, en tout cas de ce que je sais, de voir le jour ou commercialisées en 2040. 2040, c'est encore très loin. Nous sommes dans l'urgence parce qu'on a besoin de notre centrale maintenant pour faire face à notre défi énergétique. Restons sur le cas du Burkina. Une fois de plus, est-ce qu'on ne va pas basculer vers l'ouest du Burkina, Samandeni par exemple, sait-on jamais, pour installer la centrale parce qu'il y a assez d'eau éventuellement? Je dirais sans forcément influencer les choix des dirigeants par rapport au lieu. Pourquoi forcément en fait Samandeni? Parce que tout dépend. Aujourd'hui, il faut tenir compte aussi en fait de l'aspect en fait géopolitique, de qu'est-ce qu'on veut installer, pourquoi on ne peut pas choisir en fait aussi la zone des 3 frontières puisqu'on a l'AES en fait qui est là avec les 3 pays. Donc aujourd'hui, clairement. Samandeni, ça aurait pu être aussi Bagré, ça aurait pu être la Compiègne éventuellement. Exactement. Voilà. Et tout comme aussi en fait on pourrait se donner les moyens de créer en fait quelque chose qui n'existe pas en termes d'étendue d'eau pour pouvoir en fait installer la centrale si on fait le choix vraiment d'aller vers cette technologie. Et encore une fois, le besoin en eau, tout dépend de la puissance qu'on veut installer. Alors, je voudrais qu'on montre une image d'une centrale. Vous allez expliquer aux citoyens qui nous regardent, parce qu'on entend beaucoup parler de centrales. Est-ce que tout le monde sait comment ça fonctionne? Il y a quelques images d'illustration qu'on peut utiliser. Alors, une centrale, de façon pragmatique, en français facile, comment ça fonctionne du début jusqu'à la fin? Alors, de façon pragmatique et simple, je prends l'exemple en fait des vélos ou des voitures qu'on a, mais quelque part si on a un vélo et qu'on voulait éclairer, en tout cas quand on était encore, je vais dire gamin, on avait en fait le dynamomètre, et le dynamo pardon qu'on actionnait et en roulant, vu que en fait, le dynamo est en train de tourner, on génère de l'énergie qui permet en fait d'éclairer la voie pour qu'on puisse voir. Donc, ce dynamo, quelque part, aussi existe en fait dans une installation de centrale nucléaire. Ce qui change, c'est qu'on n'a pas la roue qui tourne. Quand on prend en fait une centrale thermique aussi, c'est pareil. On a plutôt en fait, on brûle comment on appelle ça? On brûle en fait du carburant pour pouvoir en fait faire tourner en fait la turbine qui va générer en fait de l'énergie plus tard. Je prends ces exemples-là pour venir dire clairement que dans le cas de la centrale nucléaire, c'est la roue de notre vélo qu'on remplace avec la réaction, en fait la fission en fait nucléaire. C'est-à-dire on va venir bombarder en fait l'atome dans le cœur du réacteur et en bombardant on va générer de la chaleur et cette chaleur on va l'extraire pour créer de la vapeur et cette vapeur sera utilisée pour faire tourner, je dis bien faire tourner encore une turbine ou en fait on va dire notre dynamo qui va générer de l'énergie. J'ai même vu, quand on regarde l'image qui vous sert d'explication, oui, on voit même qu'il y a un alternateur à l'image d'un véhicule éventuellement. Exact. Donc c'est pratiquement le même système qui est utilisé. Exactement. Oui.
C'est le même système qui est utilisé. Mais quand on regarde, on a donc des turbines, on a des cuves à réacteurs, et ensuite la vapeur d'eau éventuellement, le circuit de refroidissement. Oui. La peur dont vous avez fait cas tout à l'heure, donc ça veut dire que si on n'a pas suffisamment d'eau en cas de catastrophe, ça peut être vraiment des dégâts pour le peuple burkinabé. Pas vraiment. On est allé aujourd'hui vers des technologies en fait beaucoup plus sûres. J'ai parlé en fait de génération en fait de centrales, première génération, deuxième génération, troisième génération et même quatrième génération. Ces générations-là, c'est la quatrième génération. Alors l'image qui est ici en fait, on est plutôt en train de montrer en fait un réacteur à eau pressurisé. Les réacteurs à eau pressurisés en fait, on peut avoir du deuxième génération et troisième génération parce qu'en fait, on a les EPR qui peuvent rentrer dans cette catégorie-là. Voilà. Et non, quand on n'aura pas d'eau, je pense pas en fait qu'on va s'aventurer. Ou que peut-être quelque part en fait aussi l'AUA ne va pas mettre son veto ou l'INSAC en fait qui va nous conseiller en nous disant en fait ne faites pas ça. Donc il y a vraiment des garde-fous. Donc dès le début du processus jusqu'à la fin, l'AUA sera impliquée. Normalement oui. Et le pays partenaire aussi, parce qu'aujourd'hui je pense que le Burkina est partenaire à la Russie. Oui. Je pense puisque il y a l'Iran aussi. Alors qui peut le mémorandum d'entente a été signé avec la Russie. Et récemment, je pense en fait, il y avait un atelier à Tom Expo, le 25 au 26 mars, je pense qu'au Burkina, le 2024 de cette année, le Burkina a signé quand même en fait aussi le mémorandum avec Rosatom. Donc il n'y a plus de secret en fait quelque part que c'est la Russie, c'est Rosatom en fait qui va accompagner le projet. Donc avec la Russie, est-ce qu'on peut s'assurer qu'on a toutes les garanties pour avoir une bonne centrale qui va être à la hauteur de nos attentes? Indépendamment du pays, comme je dis, l'énergie nucléaire en fait étant régulée, le pays partenaire en fait n'a pas d'autre choix que de suivre en fait les instructions et je dis bien les instructions en termes de dispositions techniques et aussi en fait organisationnelles. Je ne vais pas dire imposées, mais suggéré par l'AUA, mais quelque part c'est une suggestion imposée. Est-ce qu'il y a des limites à ne pas franchir dans l'installation d'une centrale dans nos pays respectifs? Les limites à ne pas franchir. Alors, dans le domaine en fait dans les conventions internationales, par exemple. Dans les conventions internationales, en fait, quand on parle d'utiliser en fait l'énergie nucléaire, en vrai, on est plutôt en fait dans l'énergie civile. Dans l'énergie civile, certes, en fait, il y a des conditions qui sont bien établies, qui font qu'en fait, on ne peut pas franchir la frontière, aller en fait vers en fait le militaire. Et c'est quoi la différence justement entre l'énergie nucléaire civile et l'énergie nucléaire militaire pour le profane qui nous regarde, qui veut comprendre? Parce qu'en fait, quand on utilise le nucléaire dans le domaine militaire, tout de suite, et même quand on parle en fait d'ailleurs de nucléaire, tout le monde parle de bombe. La bombe atomique, la fameuse bombe atomique. Exactement. Oui. Donc, dans le domaine militaire, on fabrique des armes. Dans le domaine civil, c'est vraiment en fait des utilisations à des fins pacifiques. On peut utiliser dans la médecine, on peut utiliser pour l'énergie, on peut utiliser dans l'agriculture. Et le Burkina est plutôt sur cette voie-là. Donc, il ne faut pas espérer avoir une bombe atomique au Burkina Faso? Alors, non, puisqu'en fait, le Burkina, je dis bien, tout est encadré, quelque part. Tout est encadré en fait. Aussi bien, je parle tout à l'heure, depuis le début de l'émission de l'AUA, mais on a aussi quand même en fait le traité de non-prolifération en fait des armes atomiques que le Burkina a ratifié aussi en fait le traité en fait de Pelindaba. Et on a en fait la Commission africaine de l'énergie nucléaire qui encourage en tout cas l'utilisation de l'énergie dans le domaine civil, mais qui est aussi un garde-fou, un garant pour que tous les pays puissent respecter en fait leur engagement vis-à-vis de cela. Et pour ponctuer même, il y a des visites inopinées qui sont organisées pour pouvoir en fait venir regarder ce qu'on fait des matières en fait nucléaires ici. En tout cas des matériaux nucléaires dans les pays qui ont ratifié les traités. Est-ce qu'un pays peut délibérément refuser par exemple de recevoir les inspecteurs de l'AUEA? Il va falloir motiver, mais je ne pense pas non. Parce que nous sommes dans une dynamique de souveraineté où on dit on est fier de ce qu'on est, de l'endogène et autres, donc on fait ce qu'on veut désormais. On ne peut pas faire ce qu'on veut dans le domaine en fait, du nucléaire, malheureusement, on ne peut pas. Heureusement d'ailleurs, je dirais, pardon. Heureusement, on ne peut pas faire ce qu'on veut en fait, dans le domaine du nucléaire. C'est tellement réglementé que dans le monde, tout le monde est obligé de suivre la dynamique mondiale. Exactement. Il est question aussi de compétences. Bon, vous êtes un Burkinabé, vous êtes dans le nucléaire du côté de la France. Est-ce que vous êtes aujourd'hui prêt à rentrer définitivement si le gouvernement vous faisait appel pour venir servir dans le domaine du nucléaire? Je pense qu'en fait, il y a des compétences locales capables, clairement.
Ce qu'on sous-estime en fait quelque part aussi aujourd'hui, c'est que au Burkina, on a des très bonnes formations, on a des très bonnes personnes, on a des personnes très très compétentes qu'on pourrait accompagner en fait dans ces genres de projets. Ce n'est pas parce que aussi en fait quelque part on a étudié dans le domaine que en fait tout de suite on peut se gargariser ou se dire bon bah je suis la personne à faire ci, à faire ça. Non. Surtout dans le domaine nucléaire où je pense même en fait que dans tous les domaines, en général, les personnes qui ont plus d'expérience dans le domaine sont les personnes à même de causer des problèmes. Parce que tellement je maîtrise la chose, je peux être négligent, laxiste et tout. Donc de ce point de vue, je dis que le Burkina a besoin en fait de toutes les compétences, puisque c'est vraiment une filière à développer. Et la compétence peut se trouver localement. Et l'expertise aussi en fait des Burkinabés qui se trouvent à l'extérieur peut aussi servir. Il faut mutualiser, donc les compétences dans ce domaine. Est-ce qu'il y a lieu aujourd'hui, comme nous sommes en train de basculer vers le nucléaire, de voir des filières de formation dans les universités, notamment Nazi Boni, pour que des jeunes soient formés spécifiquement dans ce domaine-là? Est-ce que vous pensez que ça peut être une alternative? Exactement. Je pense que quelque part aussi, la visite de l'AEA ou la visite en fait du Burkina en Russie en mars 2024, il y a eu quand même en fait une feuille de route qui a été signée qui prévoit d'envoyer en fait des ingénieurs, en tout cas des personnes en formation en Russie. Je pense que ça se fera en fait incessamment, soit à partir de juin ou septembre en fait 2024. Alors il faut sortir donc de la peur pour avoir le nucléaire. Est-ce que c'est le message que vous avez à l'endroit de pratiquement tous les peuples africains? Le message que j'ai à l'endroit, c'est qu'il faut croire en soi. Et comme j'ai pris l'exemple en fait en disant que sur nos parcours individuellement pris, en tout cas, on a tous eu en fait des questions ou des personnes qui nous ont dit qu'on n'est pas capable de faire ci, de faire ça. Et l'ego individuel nous a permis de montrer aussi qu'on sait le faire. Donc quelque part, les Africains, le message que j'ai, de la même manière qu'on a cru en nous, c'est de cette même manière qu'on doit croire aussi collectivement à notre force et aussi en nos pays pour vraiment amorcer en fait le développement. Il y en a qui ont dit, pour le cas du nucléaire par exemple, est-ce qu'il y a lieu de faire une fusion? Pourquoi ne pas avoir côté UEMOA ou côté CEDEAO pour mettre en place une centrale qui puisse pratiquement couvrir toutes les nations? Est-ce que vous pensez que ça peut être un projet régional ou sous-régional peut être plus fort qu'un projet limité à une nation? Alors, on peut fédérer effectivement les forces, oui. Mais ce qui se passe, il faut que quand on va dimensionner aussi, qu'on tienne compte vraiment en fait du besoin global. On peut fédérer les forces. Je dis ça pour dire qu'il ne faut pas que l'enthousiasme aussi qu'on crée autour des projets, que derrière quand le projet va naître ou voir le jour, que cet enthousiasme en fait tombe. Parce que on va dire oui, on va travailler en fait à l'échelle UEMOA, mais à l'échelle UEMOA, qu'est-ce qu'on prend? On prend un petit réacteur, on prend un gros réacteur, on prend combien? 4, 5, 6, 7? C'est ça aussi en fait la question. Et quel est le besoin en fait énergétique de façon globale qu'on évalue? Où est-ce qu'on l'installe? Quand on fait le point dans la sous-région, oui. La plupart des pays de l'UEMOA aujourd'hui ont des problèmes d'électricité. Exactement. Oui. Mais la plupart des pays exactement ont le problème d'électricité. Mais la plupart de ces pays aussi n'ont pas fait forcément en fait le pas en disant que bon bah on part ne serait-ce que signer en fait un mémorandum d'entente pour dire en fait qu'on va explorer. Mais quelque part il y a certains qui sont peut-être dans une position en fait d'observation en disant bon bah on va voir ce que le Burkina va faire, si le Burkina arrive à faire, donc dans ce cas nous aussi on va aller dans ce sens-là. Vous avez dit tout à l'heure en fait l'Afrique du Sud, qui est le seul pays en Afrique en fait à avoir en fait une centrale nucléaire, et il y a l'Égypte en fait qui a suivi, mais les choses sont très bien avancées, et le Burkina sera le troisième pays en fait à suivre, et je l'espère en fait que on va aboutir à quelque chose, et à la fin, les autres quand ils vont voir, ils vont aller dans le sens où ils pourront même dire en fait dans ce sens-là, bon on va fédérer les forces pour pouvoir en fait avoir ne serait-ce qu'une zone pour pouvoir installer en fait les réacteurs nécessaires et la puissance nécessaire pour pouvoir en fait dispatcher. Et au niveau des populations locales elles-mêmes, est-ce qu'une centrale déjà est un danger pour les populations civiles? Alors, il faut dire que pour la construction d'une centrale, il y a des études qui sont faites, mais il y a des choses en fait sont bien réglementées. Et quand je prenais l'exemple sur les accidents nucléaires, je parlais en fait de sûreté, de culture sûreté. La sûreté en fait c'est quelque part prévenir les accidents et aussi en fait maîtriser, je dis bien maîtriser les risques et maîtriser quelque part aussi en cas d'accident les effets. Donc tout cela est évalué. Et
Pour le cas en fait je veux pas dire en fait de la Russie, mais pour le cas en fait de là où je travaille en tout cas, on a même des institutions indépendantes qui ont le pouvoir de décider qu'une centrale ne démarre pas tant que les normes de sûreté ne sont pas garanties. Et ces normes de sûreté en fait on peut le décliner sur plusieurs aspects. Ça part en fait depuis la construction, l'exploitation et même jusqu'à la gestion en fait des déchets de façon globale. Si on n'arrive pas à montrer patte blanche, surtout toute la ligne, ça ne passe pas. Est-ce qu'il y a lieu, par exemple, de sensibiliser les populations sur les risques, les dangers, mais aussi les opportunités liées à une centrale nucléaire, notamment les zones d'implantation des centrales? Je pense qu'il y a lieu, parce que cela participe en fait quelque part aussi à renforcer en fait la confiance en l'exploitation en fait du nucléaire. Parce que quand je discute avec des gens, c'est la même peur dont j'ai dit, parce que c'est parce que aussi il n'y a pas forcément l'accès à l'information. Une personne me donne l'information, bon bah je me contente de cette information et du coup je reste dans mon coin et je dis qu'on ne va jamais arriver. On a parlé en fait de Fukushima qui est resté en fait gravé dans la tête des gens et tout. Donc sensibiliser les gens, discuter avec les gens, ça permet aussi en fait de les rassurer quelque part qu'avec le nucléaire on ne peut pas faire du n'importe quoi. On n'est pas seul. Et on doit suivre en fait des règles, des dispositions techniques et aussi une manière en fait organisationnelle en tout cas. Sinon, la centrale, on ne la démarre pas. Voilà qui est bien clair. On s'achemine vers la fin de cette émission. Je voudrais qu'on fasse une escale sur la thèse que vous avez soutenue en 2019. Ça portait donc sur génie électrique, électronique, photonique, c'est bien cela, et système. Alors tout cela renvoie à quoi en français facile pour les citoyens qui nous regardent? En français facile, en fait, c'est plutôt arriver de partir d'une feuille blanche et arriver à mettre en place un dispositif qui prend en compte en fait tous les aspects qui sont cités. On va parler en fait dans le cas typique de la thèse, j'ai utilisé en fait une caméra infrarouge, donc qui est de l'optique. Et cette caméra en fait devait être connectée quelque part à un système en fait d'acquisition. Je ne dis pas un système d'acquisition, mais un dispositif de chauffage, puisque la thèse portait sur l'utilisation de l'électromagnétique pour générer en fait de la chaleur dans du matériau et aller regarder à l'intérieur du matériau si on a du défaut. On a des défauts. S'il y a des défauts, en fait, ce n'est pas acceptable. Donc, tout ce dispositif devait être construit. Pour construire tout ce dispositif-là, électromagnétique, donc on a l'électricité dedans, la photonique, on a la partie en fait de quelque part la caméra qui est dedans, on a la partie en fait aussi matériaux, mais que je dirais plutôt propriétaire en fait du matériau qui rentre. Donc l'ensemble de ce système qui renvoie plutôt en fait à toute cette connotation en fait qu'on dit de façon en fait caricaturale. D'accord. Vous êtes également ingénieur en mécanique et robotisation. Oui. Ça c'est important parce que on parle beaucoup des robots dans le monde qui se développent. En Afrique pour le moment ça va. Ça remplace l'être humain dans plusieurs domaines, dans plusieurs secteurs d'activité. Est-ce qu'il faut craindre pour l'avenir du secteur de l'emploi ou de l'emploi avec la robotisation du monde? Pas en tout cas en fait au Burkina, ici en tout cas, non, je dirais. Possible, mais ça va vite là, comme on dit, le développement va à grande vitesse V. Oui, pourquoi je dis en fait pas au Burkina en tout cas, puisque pour l'instant, parce que je préfère en fait dire pour l'instant, le processus de robotisation qui est en train de se faire, en fait, on est beaucoup plus en fait sur des actions mécaniques. C'est-à-dire on veut transformer, en fait, les actions mécaniques, on va les remplacer en fait par des gestes de robots et tout. Mais il y a des actions quand même qu'on a besoin de l'intervention en fait de l'humain, quoi qu'il en soit. Aujourd'hui, on voit dans les restaurants en Europe des robots qui servent, oui. Même dans les pays développés, en tout cas, on voit beaucoup de robots pratiquement qui remplacent l'humain. Est-ce qu'il faut pas, ça peut arriver chez nous un matin, c'est pas exclu. Dans les gestes mécaniques, oui, parce que une étape aussi de la robotisation qu'on pourrait dire en fait de façon naïve et caricaturale, c'est déjà l'automatisation en fait d'une action. Quand on part en fait que ce soit à l'aéroport ou même en fait ceux qui sont dans la production, on a des boîtes en fait de conserve ou des trucs comme ça qui sont plutôt en train de défiler sur le tapis. C'est la phase 1 en fait de la robotisation. Et c'est vraiment des gestes mécaniques en fait qu'on peut, de mon point de vue aujourd'hui en fait remplacer, mais il y a des gestes clairement qu'on ne pourrait pas totalement remplacer. Je prends un exemple banal puisqu'on a essayé de faire en fait l'essai avec ce qu'on appelle ChatGPT qui est sorti récemment, où les gens utilisent en fait souvent pour traiter des sujets. Sujet de philosophie, on a dit à ChatGPT en fait de traiter le sujet. Quand il a traité, on en a donné à un professeur de corriger.
mais il n'a pas forcément en fait, la meilleure note. Il va peut-être effectivement aller dans la définition des termes, essayer en fait d'agencer des choses, mais quelque part, il y a quelque chose qui peut manquer aussi. Est-ce que l'Afrique est en retard avec la robotisation? Vous savez quoi? Quand on arrivera vraiment à s'autosuffire sur le plan énergétique, on pourra amorcer quelque part, en fait, je dirais, on pourra abonder dans ce sens-là. Sinon, jusqu'à présent, on a un retard et c'est pas que c'est un retard qui est voulu, oui, mais quelque part, si on a un robot en cas de coupure d'électricité, qu'est-ce qu'on fait? Si vraiment le robot doit fonctionner avec l'électricité, en cas de coupure, qu'est-ce qu'on fait? Mais les robots qu'on voit, est-ce que c'est pas très autonome avec l'énergie aussi? Souvent, quand on voit les robots mobiles, ils sont indépendants. Je pense que souvent ici, en fait, certaines choses sont liées en cas de coupure d'électricité. Si en tout cas le robot est piloté via en fait des systèmes Internet et tout, bon, bah, on voit tout de suite qu'on n'a pas de données mobiles, qu'on n'a pas Internet, donc on ne peut pas faire plus. Vous êtes, j'ai envie de dire, un fruit des enseignements, de l'enseignement technique et scientifique. Le débat fait rage au Burkina Faso, il faut sortir du système de l'enseignement général vers la technique. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure alternative pour former les jeunes burkinabés vers le domaine ou les secteurs porteurs du développement? Tous les domaines et tous les secteurs sont importants. Tous les domaines et tous les secteurs sont porteurs. Par contre, il ne faut pas en fait qu'on décide de s'enfermer dans des systèmes qui nous ont été légués en fait dans les années 60 pour espérer en fait compétir avec des gens qui sont en perpétuelle évolution en fait. C'est tout ce que je peux dire. On doit clairement adapter en fait notre système éducatif à l'évolution, ou surtout tout à l'heure on a pris l'exemple, est-ce qu'il ne faut pas voir en fait à l'UPB en fait actuellement en fait, on a des filières en fait dans le domaine en fait du nucléaire, parce qu'on est en train de parler de nucléaire. Donc il faut en fait avoir des personnes qui seront capables quand même de répondre ou de relever le défi. J'ai parlé aussi de l'exemple qu'on va envoyer des personnes en formation en Russie. Donc effectivement, on doit regarder de façon globale. Le pays aujourd'hui, où est-ce qu'on veut en fait que le pays là soit dans 10, 20, 30, 40 ans, et adapter en fait nos systèmes éducatifs par rapport à cela. Tous les domaines, pas seulement en fait la technique, mais aussi la dernière fois en fait, de façon caricature, je disais que même quelqu'un qui a fait bac littéraire pourrait faire de l'informatique. Parce qu'on aura besoin quelque part en fait, de quelqu'un qui va communiquer sur le projet de façon, en fait, on va dire, pas forcément technique, prendre en fait une hauteur de vue et donner son appréciation aussi. Donc c'est pour ça que j'ai dit en fait, tous les domaines aujourd'hui, tous les secteurs sont porteurs, mais en fonction des secteurs qu'on veut développer plus, il faut effectivement accentuer en fait la formation sur cet aspect-là. Voilà qui est bien dit, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci Dr Taram Abdoulaye, merci d'avoir apporté votre contribution à ce débat qu'on mène au Burkina. On espère naturellement que notre centrale va voir le jour rapidement, afin qu'on puisse même vendre l'énergie à ceux qui n'en ont pas assez pour le développement du Burkina Faso. Merci pour tous ces partages, merci également d'avoir accepté l'invitation de Burkina Info. C'est moi qui vous remercie. Ainsi prend fin le rendez-vous de ce jour, amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance. On se dit à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.